Salut Cham. Regarde, j'ai trouvé un truc dans le journal, c'est trop flippant. Attends, fais voir. Un incendie parti en fin de journée, lundi 8 août, du Mas en Lozère, déclenché par un engin agricole, avait parcouru plus de 400 hectares vers 23 h et gagné l'Aveyron voisin. Selon nous, ce mardi matin, 700 hectares avaient brûlé. C'est hyper flippant. Bah ouais, écoute, viens, on va voir Madame Pré. Ouais, je suis d'accord, hein, parce que... Oui. Oh, ça va? Pas trop, enfin, on a vu une information, c'est préoccupant quand même, c'est sur un feu qui est parti au Massegros. C'est un peu impressionnant. Peut-être vous pouvez essayer de voir avec des pompiers. Il y a des pompiers qui interviennent sur ce feu. Ils auront des idées, des éléments à vous donner. Il y a une union départementale des sapeurs-pompiers de Lozère, donc qui seront habilités à répondre à vos questions et à voir qu'est-ce qui se passe. D'accord. Ok. C'est bon, je crois qu'on a le rendez-vous avec Madame Stéphanie Fourcault. Elle nous a dit dimanche 16 octobre. Ah oui. Ok, c'est noté. Bonjour, vous êtes Stéphanie Fourcault, sapeur-pompier volontaire à la caserne du Saint-Germain-du-Teil. Et nous nous rencontrons aujourd'hui pour parler des incendies en Lozère. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Eh bien, bonjour Agathe, merci de m'avoir invitée. Alors cet été, effectivement, c'était un été très intense au niveau des incendies. Le climat a fait que, en fait, on a un peu l'habitude d'avoir des incendies dans le courant de l'été, on est toujours un peu préparé. Mais là, la canicule a commencé dès le mois de mai, ce qui était exceptionnel. Et dès le mois de juin, on a été mobilisés sur des gros incendies qui d'habitude arrivent fin juillet, début août. Donc les incendies on connaît, c'est l'amplitude qu'elles ont prise cet été qui était vraiment énorme et beaucoup plus tôt dans la saison en fait. D'accord. Pouvez-vous nous parler de l'impact des incendies sur les animaux? Alors cet été du coup la sécheresse a fait qu'il y avait énormément d'animaux qui étaient en détresse. Tous les points d'eau étaient occupés, donc c'était vraiment, ça se voyait à l'œil nu, même la faune, la flore cherchait les points d'eau partout sur le Causse, vraiment partout en toute la Lozère, ce qui est pas normal en fait. Et pour finir, est-ce que vous avez quelque chose de marquant ou une anecdote en tête? Alors cet été en fait, mais c'est de plus en plus, on intervient de plus en plus sur des accidents liés au dérèglement climatique. Des gros orages qui provoquent de grosses inondations, des grosses tempêtes de vent qui font tomber les branches d'arbres qui tombent sur les personnes ou sur les voitures ou sur les bâtiments, des tempêtes de grêle qui peuvent casser les verrières, qui blessent du coup les personnes. Il y a des coups de chaleur aussi, tout simplement, suite à la canicule. Enfin, on en a de plus en plus et je pense qu'on va en avoir encore de plus en plus. Voilà. Est-ce que vous pourriez nous parler du feu en général? Qu'est-ce que c'est un feu? Alors, il y a donc feu de bâtiment et feu de forêt. Je vais te donner l'exemple du feu de Mostuet-Joule qui est encore dans l'esprit de tout le monde. Parce qu'il a duré 10 jours et il était vraiment très intense, vu qu'on avait vraiment tous les éléments pour que ça se propage. Un feu, c'est très impressionnant. On est vraiment, nous, pompiers, comme des fourmis, mais les fourmis déplacent des montagnes. Ensemble, on arrive à maîtriser, à canaliser et à faire de très belles choses. Tu imagines que tu es un géant, tu as un bouffadou, tu vois ce que c'est un bouffadou? Oui. Et voilà, ça c'est la forêt, tu souffles dessus et fouf, voilà. En fait, le vent est un facteur déterminant dans les feux de forêt et pour peu là pour le coup en juillet, c'était le 15 août, à partir du 11 août, toute la flore était complètement desséchée, donc on avait énormément de combustible et ça c'est parti
très très vite avec le vent. Donc, et c'est très impressionnant parce que quand un feu prend en amplitude et en chaleur, il crée son propre vent aussi. Donc du coup, voilà, ça s'auto-alimente, ça fait du bruit, il fait très chaud. Mais voilà, en tant que pompiers, ensemble, on arrive à faire de belles choses. Chouette. Merci beaucoup. 48% des émissions de gaz à effet de serre de l'empreinte carbone de la France sont importées. Dans l'Union européenne, le premier secteur émetteur est l'industrie de l'énergie, tandis que le secteur des transports est le principal contributeur aux émissions françaises. Le GIEC estime qu'avec une augmentation de la température globale du globe de 1,5 degré d'ici la fin du siècle par rapport au niveau pré-industriel, la fréquence des épisodes de chaleur extrême sera multipliée par 4. Aux États-Unis, la chaleur est déjà le phénomène météo qui tue le plus depuis une trentaine d'années, de 1991 à 2020. La chaleur a causé la mort directe de 143 personnes par an en moyenne, suivie par les inondations, puis les tornades, les ouragans, la foudre et enfin le froid et la neige. Dans ce pays, les épisodes de chaleur extrême ont d'ailleurs le plus doublé au cours des 40 dernières années. Pouh, fatigante cette journée, non? Ah oui, à qui le dis-tu? Ouais, épuisante. Hein. Tu peux allumer la radio, Travis, s'il te plaît? Ouais, bien sûr. Écodélégué.fr, la radio qui vous informe sur le réchauffement climatique. Bonjour, chers auditeurs et chères auditrices. Aujourd'hui, nous allons parler du réchauffement climatique et plus précisément sur l'extinction des oiseaux ces dernières années. Pour cela, le docteur Margot va nous en dire un peu plus. Bonjour, docteur. Alors, que se passe-t-il? Oui, bonjour à vous aussi. Alors, ce qu'il se passe, c'est que d'après le CNRS Plaine et Val-de-Sèvres et du Muséum national d'histoire naturelle, l'étude des oiseaux qui se trouvent sur le territoire français nous font évoquer un phénomène de disparition massive, proche de la catastrophe écologique. Les oiseaux des campagnes françaises disparaissent à une vitesse vertigineuse, précisent les deux institutions dans un communiqué commun. En moyenne, leurs populations se sont réduites d'un tiers en 15 ans. Plus inquiétant, les chercheurs observent que le rythme de disparition des oiseaux s'est encore intensifié ces 2 dernières années. Le réchauffement climatique est-il la cause de ces extinctions? Il fait partie des causes, mais pas seulement. Un des problèmes du réchauffement climatique, c'est qu'il décale... Ça fait beaucoup encaisser, hein. Ouais, tous ces oiseaux qui disparaissent, vraiment, et puis à une échelle aussi courte. Ouais. Ça te dit, on aille voir Madame Prieto pour lui en parler? Ouais, parce que là, chaud, hein. Nous sommes des éco-délégués du collège Marcel Pierrel et nous nous intéressons aux conséquences du réchauffement climatique en Lozère. Et là, plus particulièrement, nous nous intéressons à la faune et à la flore sauvage. Pour répondre à nos questions, M. Kyo et M. Monlon sont avec nous. Messieurs, voulez-vous vous présenter? Alors, je m'appelle Michel Quillot, donc j'ai enseigné pendant 20 ans l'agronomie au lycée agricole de Saint-Chély. Et toujours au lycée agricole, j'ai enseigné ensuite auprès des BTS Gestion et Protection de la Nature, la biologie, écologie. Voilà, et donc on était forcément impliqués vis-à-vis des associations de protection de l'environnement. Et ensuite, à la retraite, eh bien, j'ai continué tout à fait logiquement le travail que j'avais accompli professionnellement. Bonjour, moi je m'appelle Romain Monlon du coup. Actuellement je suis chargé de mission Natura 2000 sur le plateau de l'Aubrac. J'ai fait aussi mes études dans l'environnement et Monsieur Kyo était notamment un de mes professeurs quand j'étais en BTS Gestion et Protection de la Nature. Je suis aussi photographe animalier à mes heures perdues et donc je travaille aussi à la préservation de l'environnement et ce dont on va parler aujourd'hui. Merci. Et en quoi consiste votre métier exactement? Alors moi, personnellement, c'est du bénévolat que j'accomplis auprès du Muséum d'histoire naturelle
Donc, j'interviens donc pour le CRBPO, c'est Centre de recherche sur la biologie des populations d'oiseaux, et je fais avec d'autres bénévoles les inventaires des populations sur les périodes donc, du printemps et maintenant l'hiver, puisqu'on est sur aussi un autre protocole qui permet de recenser les espèces qui hivernent chez nous. Voilà. Alors, toutes les données que nous recueillons sont ensuite saisies sur un logiciel du muséum et le muséum donc, va réunir en fait toutes les données qui ont été saisies au niveau français. Actuellement, on doit avoir à peu près plus de 1000 carrés EPS stock. Alors, j'explique. Ce sont des carrés de 2 km sur 2 sur lesquels on a 10 points d'écoute. Et dans ces 10 points d'écoute, donc, on va passer 2 fois au printemps pour enregistrer en fait toutes les présences d'oiseaux. Pourquoi les oiseaux? Tout simplement parce qu'ils sont d'une part assez faciles, entre guillemets, à percevoir dans notre environnement. Ce sont des chanteurs, et ils aiment bien se montrer aussi en période de nidification et de reproduction. Donc on arrive à les recenser, et on sait que pour chaque espèce d'oiseau, il existe un habitat. Il existe aussi des ressources alimentaires particulières, il existe aussi donc des prédateurs. Et donc ça constitue un petit écosystème. Et sur ces inventaires que nous faisons, ça nous permet de percevoir effectivement l'évolution des milieux. Et en particulier, là, on peut enregistrer des évolutions qui sont sur le réchauffement climatique, dont on parlera tout à l'heure. Voilà, et puis moi de mon côté, du coup, comme je vous l'ai dit, je suis chargé de mission Natura 2000. Natura 2000, c'est un réseau européen de sites qui sont désignés pour l'importance de leur habitat et de leur espèce. Et le site Natura 2000 Plateau de l'Aubrac, dont je suis l'animateur, c'en est un parmi ce réseau de sites. Et donc moi, je suis employé par la communauté de communes des Hautes-Terres de l'Aubrac, qui se situe à Payerne-Aubrac. Et à travers ces missions, moi, j'interviens sur donc, la préservation des habitats et des espèces d'intérêt communautaire, on dit, donc qui ont à l'échelle de l'Europe une importance à être préservées. Au niveau des habitats sur lesquels je vais travailler, ça va être particulièrement les tourbières, les habitats humides. On va avoir aussi des habitats de pelouse, de landes. Et ensuite, au niveau des espèces, c'est beaucoup d'espèces qui sont attachées au milieu humide et aux cours d'eau. La moule perlière, je vous en parlerai peut-être un peu après. L'écrevisse à pattes blanches, la loutre, bon, on en a une douzaine. Aussi des plantes. Et voilà, donc mon métier, il s'articule autour de 3 axes. Un axe d'amélioration des connaissances et des suivis, un peu comme fait Michel sur les oiseaux, mais moi je ne travaille pas sur les oiseaux. Un axe de gestion de ces habitats, de ces espèces. Donc là, on va mettre en œuvre des actions concrètes pour essayer de les préserver, via notamment des contrats avec les agriculteurs, parce que c'est eux les acteurs aussi de nos territoires. La charte Natura 2000, qui est un autre outil. Et un troisième axe qui est l'information, la sensibilisation. Et c'est pour ça que je réponds à vos questions aussi aujourd'hui, ça fait partie de mes missions. Donc, Monsieur Kyo, avez-vous remarqué les effets du réchauffement climatique sur les oiseaux? Alors effectivement, donc, il faut parler sur un laps de temps qui est relativement long. On est sur des laps de temps qui sont, ça fait à peu près 40 ans que l'on a un suivi, qui est un suivi européen avec les EPS stock, donc échantillonnage ponctuel simple, et suivi temporel des oiseaux communs. Donc depuis 40 ans, on enregistre les données et ça permet d'avoir les évolutions. Et on sait, habitat par habitat, comment évoluent finalement les espèces. Et effectivement, on a trouvé des évolutions. Alors, une chose qui est particulière à la Lozère et qu'il faut resituer, recentrer sur la Lozère, c'est que la Lozère est un espace de refuge bioclimatique. C'est-à-dire qu'avec, à la suite du réchauffement, enfin de la période glaciaire que l'on a connue au Wurm, c'était il y a 10 000 ans de ça, on a eu effectivement donc des périodes de réchauffement, et donc c'est des périodes à nouveau de refroidissement, mais de façon, on va dire, court dans le temps, et toute une série de plantes, mais aussi d'animaux qui étaient présents sur
sur le territoire lozérien sont des espèces qui, normalement, appartiennent à des faunes de climat très froid. Or, ces espèces-là se réduisent malheureusement actuellement comme peau de chagrin. Moi, j'ai connu, il y a une trentaine d'années, voire presque 40 ans aussi, des populations de boulonnins. Alors, le boulonnin, c'est un petit arbrisseau qui fait une quarantaine de centimètres de hauteur et qui pousse dans les tourbières et qui, effectivement, ce sont des reliques glaciaires. Actuellement, si on veut les voir de façon normale, il faut aller au niveau du cercle arctique pour les trouver. Comme dit Michel, un équivalent du boulonnin qu'il a connu, c'est la ligulaire de Sibérie. C'est une des plantes sur lesquelles je travaille. Et comme son nom l'indique, c'est la ligulaire de Sibérie. Donc, ce n'est pas une espèce qu'on retrouverait normalement sur des climats qu'on a en France. Donc, les zones refuges, comme ça, dont parle Michel, sur le plateau de l'Aubrac notamment, avec son climat très rude et encore très froid, et les habitats de tourbières permettent de retrouver des espèces comme ça. On a aussi un autre exemple, c'est la vipère péliade. C'est une vipère donc, qui est aussi inféodée à ces habitats tourbeux, ces climats froids qu'on trouve souvent en altitude. Et voilà, c'est des espèces, c'est les premières qui sont impactées par le changement climatique de fait. Alors, on peut trouver aussi d'autres espèces de plantes, l'andromède à feuilles de polium par exemple, qui sont aussi des reliques glaciaires. C'est également donc le sol des lapons. Le sol des lapons, il porte le nom, ligulaire de Sibérie, sol des lapons. Tout ça, ce sont des espèces qui, normalement, se voient au niveau du cercle arctique au jour d'aujourd'hui, mais qui sont encore présentes en Lozère. Or, c'est les espèces les plus menacées par le réchauffement climatique. Est-ce que vous auriez le nombre d'espèces disparues en Lozère à cause du réchauffement climatique ? Ça dépend quelle échelle de laps de temps on va se donner. On va dire que le réchauffement climatique vient de l'ère industrielle. On a malheureusement, avec la combustion du carbone fossile, le charbon, le pétrole, on a relâché dans l'atmosphère donc, des quantités de carbone, de gaz carbonique et de méthane qui sont très, très, très importants. Et on se retrouve effectivement sur 2 siècles d'accumulation de gaz carbonique dans notre atmosphère. Et si on prend cette échelle de temps, effectivement, il y a plein d'espèces qui ont progressivement disparu. Alors si on prend le cas des oiseaux, le coche-vie huppé, par exemple, qui existait sur le Causse, il a disparu. L'otard de Canepetière a disparu. La pigrièche à tête rousse a disparu. On a quelques individus qui de temps en temps passent en migration un peu égarés, finissent chez nous, mais sinon ce sont des espèces qui effectivement ont clairement disparu, ne se reproduisent plus chez nous. Et actuellement, une espèce presque un peu symbolique, c'est la perdrix grise. Il existait jusque dans les années 70-80 une sous-espèce grise de perdrix qui avait le bec jaune et les pattes jaunes et qui étaient on va dire complètement adaptées aux conditions de climat froid. C'est-à-dire elles avaient calé leur reproduction depuis des milliers d'années sur les conditions climatiques qui étaient les nôtres à cette époque. Et au jour d'aujourd'hui, on les considère comme éteintes, ou pratiquement éteintes. Voilà, et pour d'autres raisons aussi, l'introduction de perdrix grises de plaine qui se sont hybridées avec, enfin, qui ont apporté leur gène et qui ont fait disparaître en fait cette sous-espèce, qui a une valeur génétique très importante parce que effectivement, c'est une adaptation sur des milliers d'années à des conditions de climat froid. Comme l'a très bien dit Michel, ça dépend de l'échelle à laquelle on regarde et pas forcément aussi une extinction définitive, mais on a aussi des populations où on note vraiment des baisses d'effectifs très fortes et même sur des échelles très courtes. Alors
Cette année, en 2022, on a connu un été très sec, en particulier sur la Lozère, sur l'Aubrac, ce qui n'est pas habituel et on a souvent de la ressource en eau disponible, même sur le plateau. Cette année, on a vu des sources vraiment qui se sont taries et on a eu des impacts directs sur des espèces, même sur une année de temps. C'est-à-dire que par exemple, moi, le fluto nageant, c'est une espèce aquatique qui vit dans des laquais, c'est une sorte de mares qu'on a en altitude sur les estives. Ces laquais, ils sont parfois temporaires, donc ils peuvent être asséchés. L'espèce, elle peut le supporter, que ça soit à sec, malgré que ce soit une espèce aquatique. Et le problème, c'est que cette année, ça a été d'une très longue durée, la période de sec. Et puis en plus, on a, par exemple, l'agriculture avec les vaches qui vont boire et pâturer directement dans la mare. Et cette année, par rapport à l'année dernière, donc juste en un an, il y a 9 stations sur les 21 où on est repassé, où on n'a pas du tout retrouvé l'espèce. Donc il faudra voir l'année prochaine si elle a définitivement disparu de ces stations-là ou pas. Mais voilà, même à une échelle très courte, on note des changements en ce moment. Et tout à l'heure, vous parliez de la vipère. Est-ce qu'on peut faire en sorte qu'elle se reproduise en la mettant dans un lieu contrôlé? Alors c'est une bonne question. On pourrait, c'est un peu des fois ce qui se fait avec les zoos. Dans les zoos, on a des espèces qui sont très menacées où on essaye de les faire se reproduire entre elles pour ne pas que l'espèce s'éteigne. Et avec, on espère des fois des réintroductions dans le milieu naturel. C'est toute la problématique, c'est-à-dire que c'est pourquoi pas une expérience qui pourrait être testée de contrôler une situation de milieu de vie de la vipère. Le problème, c'est que si vraiment la situation ne s'améliore pas et qu'on ne travaille pas d'abord à conserver ses habitats naturels, on ne pourra jamais la réintroduire dans le milieu naturel. Il faudrait qu'elle soit en milieu exclos toute sa vie, quoi. Donc, si on ne travaille pas d'abord à la préserver, ces milieux naturels, et à essayer de les améliorer, on ne pourra jamais la réintroduire après une expérience. Alors, pour donner un petit peu ce que représente l'extinction d'une espèce, c'est un processus qui est parfois lent, parfois rapide, mais la première chose, c'est toujours une réduction des effectifs. La première action. Lorsqu'on chasse ou pêche, on prélève en fait des individus et on va effectivement amenuiser les effectifs, donc les réduire. Ensuite, donc, comme le disait Romain, c'est la destruction des habitats qui va jouer. Si les espèces n'ont plus l'habitat nécessaire à leur vie, à leurs conditions de vie, eh bien, effectivement, elles ne se reproduiront plus. Et c'est ce qu'on retrouve avec la baisse d'un recrutement, c'est-à-dire qu'on a beaucoup moins d'individus et de jeunes qui viennent remplacer finalement la mortalité. Donc ça va jouer aussi, et on peut avoir effectivement donc une destruction, par exemple, assez rapide des effectifs. Je pense au râle déjeuner, par exemple, qui était une espèce tout à fait commune dans les années 60, 70, 80. Les chasseurs aimaient bien chasser cette perdrix, qu'ils appelaient ça comme ça. Et le râle déjeuner, il arrive très tard en migration et il se reproduit très tardivement. Et en fait, ça tombe à la période des foins, c'est-à-dire le moment où on fauche. Et comme il niche au sol dans les prairies, la barre de coupe et les rotatives ne font pas de cadeau, c'est-à-dire qu'elle détruit les jeunes au nid. Donc il n'y a plus de renouvellement des jeunes, et s'il n'y a plus de jeunes, eh bien il y a effectivement une disparition en fait de la population. Et c'est ce qui s'est passé, elle est considérée comme éteinte pour le département. Donc souvent l'extinction d'une espèce, c'est multifactoriel, c'est-à-dire que c'est pas une seule, il n'y a pas une seule cause, c'est plusieurs facteurs qui, mis les uns avec les autres, entraînent la disparition de l'espèce, la baisse des populations dans un premier temps, et ensuite la disparition de l'espèce. Lorsque les effectifs sont très faibles, eh bien effectivement, il y a ce qu'on appelle une dépression consanguine qui va arriver, c'est-à-dire que les animaux qui sont trop proches génétiquement se transmettent des maladies génétiques, et donc les animaux ne sont pas viables et disparaissent quand même très vite. Mais est-ce que c'est vraiment important, les oiseaux, les animaux ou les plantes qui s'éteignent? Alors, ça fait partie de notre biodiversité, donc de notre patrimoine naturel, mais c'est extrêmement utile en fait. 50% du produit intérieur brut, vous verrez peut-être ces notions-là plus tard en économie, mais ce que nous produisons, 50%, ça provient en fait de la biodiversité. Parce que nous en avons besoin pour des tas d'utilisations. D'abord notre alimentation,
Ne serait-ce que les poissons, par exemple, que nous pêchons en mer, c'est la biodiversité des océans, dans laquelle nous puisons sans vraiment se réfréner. Donc ça joue sur l'alimentation. Notre chauffage, par exemple, moi, je mets du bois dans la cheminée, oui, j'ai détruit quand même un arbre, donc de la forêt. Donc, je puise bien dans la biodiversité, dans la forêt, quand je me chauffe. Nos déplacements, on nous dit maintenant il y a le bioéthanol. Oui, mais le bioéthanol, c'est justement tiré du vivant. C'est de la production végétale, qui d'ailleurs manque à l'alimentation humaine. Ce sont des surfaces qui sont soustraites. Tout ce qui est gestion du climat, par exemple. On sait pertinemment que les forêts, que les océans participent en fait, en tant que puits au carbone, à fixer ce carbone qui est responsable du réchauffement climatique. Donc là, effectivement, on a un intérêt sur la régulation de notre climat. Ça fait partie les aussi. Les tourbières ont le même effet aussi voilà. que les océans, au niveau des stocks de puits de carbone. Ne serait-ce que nos pollinisateurs, par exemple. On sait que 80% des cultures que nous cultivons sont des cultures qui ont besoin des insectes pour être pollinisés. Donc s'il n'y a plus ces insectes, et on a perdu une grande partie de ces insectes, eh bien, il n'y a plus de pollinisation, donc il n'y a plus de fleurs, il n'y a plus de graines, et donc ça concourt, si vous voulez, à notre alimentation. Donc on a besoin de maintenir cette biodiversité-là. Bien, merci pour cette interview et bonne journée. Merci à vous, merci d'avoir posé des questions pertinentes. Bonjour à tous, nous sommes en direct de Climat TV. Aujourd'hui, nous allons parler du réchauffement climatique. Plus précisément, des poissons. C'est la crise, les fleuves sont à sec. Chaque degré en plus peut s'avérer mortel pour nos amis les poissons. Et maintenant, voici un reportage de Louise Boulard avec quelques chiffres pour comprendre le réchauffement climatique. J'ai quelques chiffres à vous donner. Pour 6h30 de télévision, 0,16 kg de gaz à effet de serre est libéré. L'empreinte d'un casse-croûte est d'environ 1,44 kg de gaz à effet de serre. 3,4 kg de gaz à effet de serre par heure pour un téléphone portable est émis. Un vol d'avion d'environ 10 heures émet 465 kg de gaz à effet de serre. Ça veut dire que dans quelques années, les poissons qu'il y a dans nos rivières, ce sera les mêmes que ce qu'il y a dans la mer. Ouais, le père de Clem en a parlé l'autre jour. Il est président de l'association de pêche de Marvejols. On pourrait peut-être aller le voir. Ouais, c'est une bonne idée. Nous interviewons Monsieur Oudou. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Oui, alors bonjour, je suis le président de l'association de pêche du bassin de vie de Marvejols. L'APPMA, la Gaule, Marvejols et Chirac, je représente donc les pêcheurs du bassin de vie de Marvejols. Nous avons environ 800 adhérents. Qu'est-ce que la pêche électrique? Alors la pêche électrique, c'est le fait d'envoyer un courant dans l'eau afin de paralyser les poissons pour pouvoir les récupérer dans deux situations différentes. Si le cours d'eau est presque à sec et qu'on a besoin de faire une pêche de travaux et qu'on a besoin d'enlever les poissons pour éviter qu'ils soient abîmés par les travaux. Pourquoi avez-vous utilisé cette pêche cet été? Nous avons utilisé cette pêche cet été parce que, à cause de la sécheresse prolongée et de la chaleur exceptionnelle, il y a beaucoup de petits cours d'eau dans la région de Marvejols qui se sont retrouvés assez rapidement à sec au mois de juillet. Donc nous avons utilisé cette technique pour faire des sauvetages de truites. En tant que pêcheur, avez-vous observé des conséquences du changement climatique sur les cours d'eau et la faune aquatique en Lozère? Oui, alors de plus en plus, et cette année particulièrement, mais déjà les autres années, il y a deux phénomènes distincts. Le premier, c'est que l'eau se réchauffe, la température de l'eau monte.
à cause du réchauffement global. Et le deuxième, c'est que la ressource en eau diminue et que le niveau des cours d'eau est de plus en plus souvent en situation d'étiage, c'est-à-dire très bas. À l'avenir, y a-t-il un risque pour les truites en particulier? En particulier pour les truites, parce que c'est un poisson qui ne supporte pas l'eau au-dessus de 23 ou 24 degrés. Merci beaucoup. Éco-Lozère, la radio qui donne l'info écolo de Lozère. Et maintenant, nous allons parler de l'agriculture. D'après les Nations Unies, l'agriculture est à la fois une victime et un acteur des changements climatiques. D'un côté, les activités agricoles sont responsables d'environ 30% des émissions totales de gaz à effet de serre, principalement en raison de l'utilisation d'engrais chimiques, de pesticides et de déchets d'origine animale. De l'autre côté, la composition de ces gaz contribue au changement climatique et au réchauffement de la planète, et ont donc une forte incidence sur la tolérabilité des systèmes et de production agricole. Je savais pas que c'était aussi grave que ça. Moi non plus, je savais pas qu'ils étaient à la fois victimes et acteurs. Je connais un agriculteur, si tu veux, on peut aller lui en parler. Bonne idée. On y va? Ouais. À bouger. Gauche. Bonjour, nous sommes les éco-délégués du collège Marcel Pirel et nous sommes venus vous interviewer sur le réchauffement climatique sur l'agriculture. Donc d'abord, qui êtes-vous et où sommes-nous? Donc moi je m'appelle Baptiste. Je m'appelle Tom. Voilà. Donc nous sommes ici à Rouby, sur la commune de Chirac, dans une ferme qui élève des brebis, 300 brebis, pour produire des agneaux sur une surface d'environ 150 hectares. Donc on produit des agneaux de qualité, destinés à la viande. La boucherie. Et quelles sont les conséquences du réchauffement climatique sur votre exploitation? Alors, nous, en tant que paysans, on travaille tous les jours avec le climat. Donc l'impact du réchauffement climatique, on le voit un peu tous les jours à l'échelle de nos fermes. Un des impacts, c'est la production d'herbes destinées à nourrir les brebis, qui n'est pas la même lors des épisodes de sécheresse qui ont tendance à se multiplier maintenant de manière un peu régulière et deviennent un peu récurrentes dans le temps, les sécheresses. Donc ça, c'est l'eau de surface, c'est l'eau de surface qui manque pour faire pousser les cultures qu'on a l'habitude de faire pousser dans nos fermes. Et puis ensuite, le deuxième impact, un autre des impacts, c'est le manque de ressources en eau de profondeur, parce qu'on a toujours besoin d'eau pour alimenter les bêtes, voilà, pour alimenter les nappes phréatiques, qui ensuite alimentent nos exploitations. Ici, sur l'exploitation, sur la ferme, on a une source privée. Donc on est dépendant de cette source et donc de l'eau des nappes phréatiques pour alimenter notre bétail. On a d'autres conséquences du réchauffement qu'on peut voir aujourd'hui, c'est les températures extrêmes
qui se produisent maintenant l'été et pas que l'été d'ailleurs, au printemps et à l'automne, qui d'une part impactent fortement les cultures sur la ferme, mais aussi le comportement des animaux, puisque les animaux, quand il fait très très chaud, ont du mal à se nourrir à l'extérieur. Et donc on modifie un peu nos pratiques d'élevage pour les faire manger plutôt la nuit ou quand les températures sont un peu plus faibles. Mais il y a aussi des problèmes aussi après qui se développent dans les bergeries quand il y a des agnolages, quand les brebis mettent bas. Les agneaux ils sont malades, ils sont pas bien parce que le choc thermique entre guillemets du chaud-froid de la nuit, du jour, c'est tellement traumatisant pour eux quand ils sont tout petits que ça vient les empêcher et ça vient attaquer leur défense qui ne sont pas assez développées. Et quelles sont les conséquences du réchauffement climatique sur votre exploitation? Eh bien, les solutions, clairement, on n'en a pas, mais on essaie de s'adapter tous les jours. Notre métier, c'est aussi de s'adapter tous les jours, et notamment à la météo. Donc, on s'adapte petit à petit en modifiant les cultures en place sur la ferme. On essaie notamment de conserver les haies dans nos espaces, de manière à faire un peu des ombrières qui permettent à la végétation de pousser. On modifie nos rotations de culture pour pouvoir intégrer des plantes qui tolèrent mieux les épisodes de sécheresse, et notamment l'implantation de légumineuses. Ici, on a des sols calcaires, donc on peut le faire. On implante beaucoup de luzerne et de sainfoin, qui sont, en plus de résister à la sécheresse, sont des plantes mellifères, donc qui attirent tout un tas de pollinisateurs et qui favorisent un peu la biodiversité locale. Mais ça a ses limites aussi, parce que même des plantes comme ça ont du mal à résister aujourd'hui à des épisodes, aux épisodes qu'on vit actuellement. Donc une des solutions, enfin un des espoirs, c'est la recherche variétale en végétaux, qui permettra peut-être d'adapter des espèces au climat qui nous attend dans le futur, mais ça encore, on n'en est pas maître. Et puis ensuite, un des autres aspects pour s'adapter, c'est essayer de capter l'eau quand elle est en excès. Donc ça peut être des stockages d'eau de surface pour s'en servir pour irriguer des cultures l'été. Récupérer les eaux de toiture pour l'abreuvement des animaux et sécuriser la ressource. Voilà, donc on essaie de s'adapter au quotidien. On isole aussi nos bâtiments d'élevage. Donc comme le disait Tom tout à l'heure, pour protéger les agneaux et les animaux, maintenant on isole nos bâtiments d'élevage, pas que contre le froid, on les isole aussi contre le chaud. Mais on essaie de s'adapter au quotidien, mais ça va être un travail assez lent, parce que l'agriculture, c'est un cycle long. Et là, ça va tellement vite que pour nous, ça devient compliqué de s'adapter au quotidien. Merci beaucoup. Ouais. Nous, on a vu un truc avec Agathe dans le journal. C'était un grand feu de forêt de 700 hectares quand même. C'est que ça a des hectares partis en fuite. C'était en Lozère, là, pas loin. Oui. Mais j'ai oublié la ville. Le Masgros, non? Un truc comme ça? Oui, peut-être. Un truc comme ça. Ouais, moi aussi l'autre jour j'ai vu un truc choquant comme ça. Vous savez qu'il y avait une espèce de poisson d'eau douce sur 5 qui pouvait disparaître là bientôt? Ah ouais, quand même. Et moi, la fois dernière, j'ai parlé à un agriculteur et il m'a dit que en ce moment, il voyait les changements climatiques beaucoup plus qu'avant et que c'était difficile de prévoir à l'avance. Regardez, il n'y a plus d'eau à Moureda. Ah, c'est vrai? Ah ouais. C'est quand même, hein? Ouais. L'eau à Moureda. Et qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Moi j'ai une copine de Yours for Climate qui pourrait nous donner des informations. Ok, ouais, bonne idée. Mais avant, on pourrait quand même aller voir le maire de Montroda pour vérifier cette info sur cette panne d'eau. Bonjour monsieur, pouvez-vous vous présenter?
Oui, alors Rémi André, je suis maire de Montroda, mais aussi vice-président en charge des compétences eau et assainissement à la communauté de communes de Gévaudan, qui regroupe les 12 communes du bassin de vie de Marvejols. Il paraît qu'il y a eu une coupure d'eau à Montredat. Est-ce que c'est vrai? Ah, alors, coupure d'eau, c'est pas tout à fait comme ça qu'il faut le présenter. Et puis, surtout, ce n'est pas qu'à Montroda. Cet été, on a eu des difficultés parce que les sources, à cause de la sécheresse, ne donnaient plus suffisamment d'eau. Et plusieurs communes, 8 communes sur 12, ont été impactées par le manque d'eau. Mais ce n'est pas Montroda qui a été le plus impacté, même si nous l'avons été pendant un petit mois. Mais il n'y a pas eu de coupure d'eau. En fait, nous avons assuré le transport d'eau à partir du réseau d'eau potable de Marvejols, avec des camions et des citernes alimentaires. J'insiste là-dessus, parce qu'à un moment, on nous a reproché de ne pas prendre assez de précautions, et on nous a imposé, notamment l'Agence régionale de santé, un arrêté de restriction d'usage, ce qui a effrayé beaucoup de gens, inutilement, parce que on prend de l'eau sur le réseau potable de Marvejols, on le transporte avec des camions et des citernes alimentaires, et on maintient le traitement par UV ou par chlore dans les bassins, donc l'eau qui est distribuée dans les villages est potable. Alors, il y a eu à des moments, parce qu'on n'avait pas assez de camions, pas assez de chauffeurs, des petites coupures d'eau, notamment à Gabrias ou à Grèze, qui ont été les communes les plus impactées, Gabrias surtout. À Montroda, il n'y a jamais eu de coupure d'eau, parce que nous avons pu, avec les camions, amener de l'eau dans les châteaux d'eau pour qu'il n'y ait pas de coupure. Voilà. Donc, il ne faut pas dire coupure d'eau, il faut dire qu'il y a eu des difficultés parce que les sources ne donnaient plus assez, et une situation que malheureusement nous risquons de connaître à nouveau dans les étés à venir à cause du réchauffement climatique, etc. Voilà. Mais on y reviendra si tu veux après. Y a-t-il eu un lien avec le réchauffement climatique? Ah, eh bien, oui, c'est ce que je te disais. Forcément, nous pensons qu'il y a un lien avec le réchauffement climatique, puisque ce déficit de pluviométrie, c'est-à-dire beaucoup moins de pluie, eh bien, s'accentue d'année en année. Et là, notamment, l'hiver dernier et puis ce printemps, nous avons eu très peu de pluie. Et c'est pour cela que, quand on arrive après en juin, juillet, août, eh bien, les sources ne produisent plus assez d'eau, pas autant que les années précédentes. Et c'est là qu'on est obligé de faire face avec du portage, avec des camions, mais ça, c'est des solutions provisoires. Et on réfléchit depuis longtemps à d'autres solutions pour sécuriser l'alimentation en eau potable du bassin de vie de Marvejols. Et puis nous, on réfléchit dans notre bassin de vie, mais c'est une réflexion départementale maintenant, voire nationale, parce que ce problème de sécheresse et de sources qui donnent moins d'eau, ce n'est pas uniquement le bassin de vie de Marvejols, c'est toute la Lozère, c'est même plus que ça, c'est presque toute la France. En tout cas, tout le sud de la France, qui est impacté par ce problème de manque d'eau. Avez-vous des solutions de long terme? Alors, des solutions de long terme, oui, mais même à moyen terme. Alors, je dis que ça fait plusieurs années que sur le bassin de vie de Marvejols, on a pris conscience de ces difficultés et du fait que nous allions probablement manquer d'eau. Et c'est pour cela que dès 2009, donc ça fait quand même 13 ans, on a commencé à mandater un bureau d'études pour recenser tous les besoins en eau, en tenant compte du développement, plus de population, de nouvelles entreprises, etc. Et on a fait aussi tout l'inventaire de nos sources pour voir celles qui peuvent être améliorées et celles que l'on ne peut pas garder, parce qu'il faut savoir qu'on ne peut distribuer que de l'eau potable et que sur certaines sources, il y a parfois des problèmes d'arsenic, notamment sur Saint-Laurent-de-Muret. Et ça,
c'est très difficile à traiter, c'est très cher, et on ne peut pas distribuer de l'eau comme ça qui mettrait en danger la population si elle en consommait beaucoup. Donc ces études-là nous ont amené, les élus de tout le bassin de vie, à faire des choix sur différents scénarios, et en 2015-2016, on en est arrivé à un scénario qui est maintenant étudié de façon plus précise pour faire une nouvelle prise d'eau sur la Colagne, une prise d'eau avec une nouvelle station de traitement, parce que celle de Marvejols est en fin de vie, elle a bien servi, elle a presque 60 ans, donc aucun reproche à ceux qui l'ont fait à ce moment-là, bien au contraire. Mais aujourd'hui, il nous faut aller vers une nouvelle station de traitement, notamment pour respecter de nouvelles normes en matière de traitement de l'eau. Et donc ce projet-là avance, mais il faut beaucoup d'études, notamment avant de faire une nouvelle prise d'eau, il faut faire des études sur la faune, la flore, c'est-à-dire répertorier tous les poissons, les écrevisses à pattes blanches, etc., qu'il peut y avoir dans le cours d'eau. Et quand on fait des travaux, eh bien, il faut que l'on assure qu'après les travaux, il y aura autant de poissons, etc., dans le cours d'eau qu'avant. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre en danger la nature. Et ça demande beaucoup de temps. La preuve, c'est que on a démarré ces études plus précisément en 2018, et là, en 2022, on a presque fini les études, mais on n'a pas encore du tout commencé les travaux pour mettre en place les pompes qui vont amener l'eau à la station de traitement, et puis tous les tuyaux qui vont amener l'eau jusque dans les maisons. Je simplifie, mais c'est ça le principe. Merci beaucoup. Et puis, bon, si vous avez besoin d'autres précisions, je peux revenir quand vous voulez, comme ça, ou dans les classes, voilà. Parce que c'est un sujet qui me passionne, et puis c'est quelque chose qu'il faut que l'on prenne à bras le corps, parce que cet été risque de ne plus être l'exception, et à des moments, c'est très inquiétant quand même. Est-ce que vous pouvez nous donner un chiffre, exemple, pour la baisse de l'eau? Oui. Eh bien, écoute, je vais prendre la source la plus importante de la commune de Montroda, puisque c'est celle que je connais le mieux. Cette source, eh bien, on enregistre, on fait des relevés toutes les semaines depuis plus de 20 ans. Et jusqu'à présent, la période d'étiage, c'est quand la source donne moins d'eau, quand il y a la sécheresse. La période la plus sévère que nous avions, c'était en 2017, où la source avait baissé pour donner 240-250 mètres cubes, mais c'était suffisant, puisque la consommation sur l'ensemble de la commune de Montroda, c'est autour de 200 mètres cubes, un peu plus en été, un peu moins en hiver. Alors que cette année, au mois d'août, en 2022 donc, elle est descendue, son débit a chuté à 150 mètres cubes. Comme je t'ai dit qu'il nous en fallait presque 200, à peu près, voire un peu plus, c'est là qu'on a porté des camions pour compléter. Voilà. Et pour information, là, il a un petit peu plu depuis quelques jours, et là, notre source est remontée, et la semaine dernière, elle produisait 600 mètres cubes par jour. Voilà. Ça donne une petite idée. Quand on prend la ville de Marvejols, bien sûr, il en faut beaucoup plus. Là, c'est de l'ordre de 1000 mètres cubes par jour ou davantage. Voilà. Mais pour Montroda, ça te donne une idée un petit peu de la quantité d'eau. C'est quand même important. Voilà. Alors, bon, du coup, pour ce jeu, tu vois, on a mis plein de modes d'action, de façons d'agir contre le réchauffement climatique, les problèmes écologiques et tout ça. Et donc toi, tu vas pouvoir, par exemple, en choisir 5 qui te parlent, dans lesquels tu te reconnais et tout ça.
et enfin qui te paraissent pertinents. Et voilà. Et après, tu peux aussi en choisir 5 autres qui te parlent beaucoup moins, que tu comprends pas pourquoi c'est là ou que toi t'as pas du tout envie de faire. Et nous, après là, on note toutes les réponses de tout le monde pour voir un peu qu'est-ce qui les gens ça leur parle plus ou pas. Ouais, si on consomme moins, il y a moins de trucs qui sont produits, et si on travaille moins, il y a aussi du coup moins d'activités, de choses qui sont produites, de croissance et tout, et donc ça pollue moins. Ensuite, des éco-gestes. Ok. Par rapport à quoi? Au collège, par exemple, faire du compostage chez soi ou des trucs comme ça. Acheter local. Bon, maintenant qu'on s'est un peu informé, je pense qu'il faudrait faire quoi pour lutter contre le réchauffement climatique? Si tu veux, on en avait un peu parlé avec Clémence la dernière fois, je peux aller la chercher. Ok, si tu veux, vas-y. Bonjour les filles. Salut. T'as des idées, toi, pour lutter contre le réchauffement climatique? Oui, il y a 80 pour le climat. Et c'est quoi 80 pour le climat? Maintenant, c'est à vous. Vous pouvez mettre un macaron 80 pour le climat sur votre voiture. Et n'hésitez pas à le télécharger sur le site du collège Marcel Pireille. Si vous croisez d'autres personnes avec le macaron sur leur voiture, n'hésitez pas à vous arrêter et à en discuter. Attention, ralentir ne suffira pas à sauver le climat. Mettre le macaron, c'est faire le premier pas et s'engager à s'informer. Alors, allez-y. Qui est-ce qui pense qu'il faut passer en mode action violente à droite, action plutôt non violente à gauche? Action violente, il y a deux types d'actions. Moi, quand je me mets dans ce camp, c'est plus pour des actions choc, du style manifestation, mais qui dégénèrent pas, tu vois. Après, il y a ce qu'on appelle les casseurs, je sais pas si tu en as entendu parler, qui, eux, vraiment défoncent les voitures, les magasins, enfin, voilà quoi. Après, moi, je suis pour les images choc et choquer un peu les gens pour leur montrer quand même la gravité du réchauffement climatique. Mais je suis contre les actions violentes parce que c'est violent. Moi, par exemple, je suis contre se confronter à la police lors des manifestations, comme tu disais, Agathe. Mais par exemple, dans un film, si on compte ça en violent, mettre des images choc et trash pour que ça choque les personnes et qu'elles prennent vraiment conscience du problème, mais pas non plus, rester un peu pacifiste quand même. Et puis après, il y a un truc à propos des manifestations. Moi, personnellement, si ça dégénérerait un peu, ça m'étonnerait pas et ça me choquerait pas. Et peut-être même que ça dépend de la cause, mais peut-être que, quitte à y participer un jour. Il faudrait peut-être aussi penser à sensibiliser les enfants, mais pas en mettant des images trop trash, parce qu'après, ça va pas. Après, Agathe, pour revenir sur ce que tu disais, pour les manifestations et tout, après, faut pas croire que quelqu'un que t'as été embêté pendant une manifestation, que t'as bloqué sur la route ou quoi que ce soit, qui va dire « Mais si j'allais faire la même chose qu'eux et si j'allais embêter encore d'autres gens ?» Parce que du coup, non, il va pas se dire ça, du coup, techniquement. Du coup, on va se mettre des gens à dos et du coup, ça marchera pas. Super. En octobre 2019, le président de la République a réuni 110 personnes choisies au hasard pour la Convention citoyenne pour le climat. De là, c'est faut quand même montrer qu'on n'est pas d'accord et inciter les gens à eux aussi montrer leur désaccord et à pas avoir peur de rester toujours dans le cadre et à défendre leurs idées. Après, moi, c'est un peu comme Margot, je suis pas du tout pour qu'on mette des manifestations, des trucs comme ça, mais après, des images trash pour un peu montrer aussi qu'il faut se réveiller, quoi. Simplement en parler aux personnes politiques ou au gouvernement, juste en leur expliquant avec des mots et pas avec des manifestations où ça peut dégénérer. Et du coup, si on leur explique par des mots, peut-être que ça peut changer d'autres choses. Après, les actions violentes, en fait, les politiciens, ils en ont marre. Du coup, ils vous écoutent pas quand ils font des actions violentes. Mais du coup, ils vous écoutent même pas quand on dit des trucs normaux sans de la violence. En fait, il n'y a aucun moyen de leur faire passer, trop. Fermer les yeux sur la réalité. Si les politiques s'intéressaient vraiment au réchauffement climatique, il y aurait déjà plein de réformes. Et comme ils ne le font pas,
faut quand même leur montrer que c'est présent, que c'est là. Donc la seule manière de leur montrer, parce que comme l'a dit Agathe tout à l'heure, quand on va les voir, ils nous snobent. Donc le seul moyen, c'est de faire de grandes manifestations qui choquent et qui mobilisent plusieurs personnes. Et puis l'année dernière, j'ai bien écrit une lettre à Macron. On a bien écrit une lettre à Macron et il nous a répondu. Donc il n'y a pas tous les politiques. Il a dit qu'ils essaieraient de le visionner, mais que pour ce film, il ne trouverait pas de créneau parce qu'il avait un emploi du temps très chargé, mais qui faisait des efforts, qui commence sur le sujet à faire des efforts et tout. Par rapport à ce qu'a dit Margot et aussi Clémence, par rapport au président, il ne faut pas confondre les réponses de politesse et les vraies réponses. Ouais, exactement. Parce qu'il était quand même obligé de vous répondre. Parce que vous êtes des enfants, c'est pour son image. C'était pour son image, donc s'il ne le faisait pas, ça donne une mauvaise image de lui. Et par contre, si vous avez vraiment répondu, il aurait au moins déjà visionné votre film une fois. On ne sait pas s'il nous a visionné. Et puis même, il aurait... Faut pas fermer les yeux sur la réalité, il n'y a rien qui est mis en place, donc au bout d'un moment, il faut agir, quoi. Du coup, la conclusion, c'est qu'en soi, il faut faire des manifestations sans en faire et aussi qu'elles ne soient pas trop violentes et qu'elles soient violentes en même temps. Du coup, sensibiliser les gens au réchauffement climatique. On a dépensé tout un moulaga de nos parents dans la patinoire. Ça filme.